nous allons développer sur le sujet des langues nationales sur le continent européen, parmi toutes les nations qui ont émergé au fil des siècles, depuis presque 30 000 ans. Il faut comprendre que pour 80% des humains de la planète, les langues qu'ils parlent s'appellent une langue indo-européenne. Donc, il s'écrit avec un trait d'union et il est inséparable. Ce sont les langues indo-européennes. Le premier s'appelait le proto-indo-européen, OK? Et cette trace d'ancêtre apparaît dans la région du Caucase, OK? Donc, on peut faire un lien avec le nom d'une ethnie des humains de la planète qui s'appelle les Caucasiens, ou sur un terme plus court, on dit les Blancs du monde, OK? Mais ce terme est beaucoup débattu et nous n'en ferons pas la nomenclature des spécificités présentement, mais ça nous donne un indice puissant à savoir où l'homme blanc est apparu, dans quelle région du monde, et même plus précisément où le gène des yeux bleus est survenu, OK? Parce que le gène des yeux a un lien direct avec la mouvance des nations européennes, qu'elles soient plus dans le nord de l'Europe ou dans le sud. Plus on monte vers le nord, plus il y a des yeux bleus, et plus on va vers le sud, plus les gens ont les yeux bruns, foncés, comme les Grecs, comme les Siciliens en Italie du Sud, OK? Alors qu'on sait très bien que tous les Norvégiens, 98% des Norvégiens ont les yeux bleus. Mais ça en parle sur le développement des peuples qui ont eu lieu à travers l'Europe et puis qui après sont venus en Amérique s'installer, dont j'en suis un descendant d'une nation française d'Amérique. Alors, il faut partir de ce principe-là. Le centre de l'ancêtre indo-européen, de toutes les langues indo-européennes, provient du Caucase. Et surtout, c'est là aussi que le gène des yeux bleus vient. OK? Même si c'est rendu jusqu'en Scandinavie, il part de là, de la région au nord de la mer Noire, près des montagnes du Caucase. OK? Et puis, sont venus s'installer 4 grandes familles de langues en Europe et beaucoup d'autres langues qui étaient ensevelies à travers un même espace au fil des découvertes qu'ils faisaient. Les découvertes que les peuples européens faisaient devaient tenir compte des réalités géographiques du lieu. Par exemple, s'il y avait un lac ou une haute montagne des Alpes, bien, il se pouvait que les villages qui étaient limitrophes à ces deux obstacles n'aient pas eu de communication ensemble pour bien des décennies, des siècles et même des millénaires, jusqu'à ce que les technologies de transport se développent. OK? Avec le bateau, ou soit avec les chars, les voitures, OK, les avions. Tous ces facteurs étaient des éléments prioritaires pour faire émanciper un peuple dans son territoire et avec sa nation. OK? Surtout parce qu'il faut comprendre que les facteurs identitaires de tous les êtres humains de la planète sont très, très importants. Et ici, on ne débattra pas de lequel est le plus important, mais nous allons parler principalement de la linguistique, donc l'étude des langues. Alors, mais si on peut les nommer, les autres facteurs identitaires, juste pour qu'on ait une idée, quels seraient-ils? Bon, premièrement, je l'ai parlé en début, la couleur de peau. On va appeler ça l'origine ethnique. OK? La couleur de peau. L'origine ethnique
Deuxièmement, il peut avoir la langue parlée. Quelle langue ce peuple parle par rapport à un autre? OK? Ont-ils des rivalités? Ont-ils des accommodations naturelles ensemble? Hein? Comme la relation France-Espagne? Ou bien ont-ils des impossibilités de communiquer entre eux parce que les langues ne sont juste pas intelligibles, ne sont pas compatibles et ils profitent du moment pour se parler dans une troisième langue, comme en Suisse. Nous ne verrons jamais un franco-suisse parler un germanique dans sa langue ou en français. Ils vont y aller en anglais, dans une langue neutre. OK. Alors, ça peut régler bien des conflits, ça. Et puis, il faut savoir que chaque groupe de langues, que ce soit les langues germaniques ou les langues romanes, se sont influencées l'une et l'autre. Par exemple, l'alphabet, il est rendu dans toutes les langues indo-européennes. Les Slaves l'ont pris, les Germaniques l'ont toutes pris, et parce qu'il était puissant, il était intelligent. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2023, c'est impensable de penser que l'alphabet n'existera plus. Mais pour des siècles et des millénaires à venir, qui sait jamais, peut-être une autre nation va inventer un alphabet. Mais le système de communication écrit est hyper important. Parce que plus qu'on vieillit dans l'humanité, plus que les langues s'apprennent de façon écrite, alors qu'au début, c'était de façon sonore, puisqu'il y avait beaucoup d'analphabètes dans le passé. Toutes les langues du monde appartiennent à une famille de langues. La linguistique fonctionne comme les familles des êtres humains se développent. Il y a un germe, un géniteur, qui produit de nouvelles familles. Alors, la langue proto-indo-européenne est la plus vieille, OK, qui est une langue morte. Eh bien, elle a produit plusieurs familles, dont les langues italiques, l'ancêtre des langues romanes, dont aussi les langues, le germanique, l'allemand, qu'on connaît aujourd'hui encore. Aussi, il y a eu les langues celtiques. Finalement, il y a eu les langues balto-slaves. Ces 4 groupes de langues indo-européennes qui ont lieu sur le territoire d'Europe sont ce que nous allons étudier dans cette vidéo. Bon, alors, prenons le Caucase dans notre tête sur une map et voyons où est-ce que la population au nord de la mer Noire et autour de la mer Noire, dans le Caucase, qui est l'ancêtre indo-européen, vers où ils vont se diriger, OK? Où vont-ils partir? Bien, ils vont s'en aller au sud, à l'est, au nord, puis à l'ouest, OK? Mais l'ancêtre linguistique, donc, on peut penser que qu'ils formaient une nation, des proto-indo-européens, mais le terme nation n'était pas ce qu'on va connaître au cours du développement. Ben, ce groupe-là, ce groupe d'individus indo-européens s'est propagé partout, au sud, au nord, comme à l'est, comme à l'ouest. Alors, c'est pour ça qu'on appelle les langues indo-européennes. Il y a autant des Européens que des Indiens. OK? Donc, ceux qui ont été à gauche, ceux qui ont été vers le territoire d'Europe, les Celtiques, les Latines, les Germaniques puis les Balto-Slaves. OK? C'est ça qu'on va examiner parce que elle regroupe presque toutes les langues parlées du monde entier. OK? En plus des 4 groupes de langues indo-européennes, juste mentionnés, nous devons conceptualiser 3 langues de 3 nations européennes, okay, qui, de part entière, forment à elles-mêmes l'équivalent de toutes les langues romaines, une catégorie, une famille de langues. Okay? Nous disons donc que la nation grecque, l'Albanie et la nation arménienne forment ces 3 groupes de langues qui se sont développés sur une bien plus longue période que l'anglais, le français, le norvégien,
qui font partie d'un groupe de langues qui a dû changer souvent de langue. Okay? Le grec, c'est comme si c'était la même langue qui se parle juste après le proto-indo-européen et qui s'est développée de façon un peu plus archaïque. Okay? Alors que les langues qui faisaient partie des groupes de famille, ils ont pu évoluer au fur et à mesure que les nations, les familles qui la parlaient changeaient, s'interchangeaient, okay? Avec les guerres, avec les pertes, avec les gains, okay? Les échanges culturels ont fait en sorte que ils ont pris des façons de parler à travers d'autres groupes. Ils ont embelli leur langue en s'inspirant des autres. Alors que le grec et l'arménien et l'albanais, mais il a opéré seul dans son territoire qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, c'est les mêmes zones d'influence linguistique qu'il subit depuis sa formation. Au travers de l'espace géographique d'Europe, toutes ces nations indo-européennes ont néanmoins un grand avantage. C'est qu'ils possèdent un ancêtre linguistique commun, hormis les peuples finlandais, hongrois, basques, turcs et géorgiens. Le norvégien, le français, le polonais, okay, le lituanien, ou bien même une langue celtique toujours vivante, parlée dans le pays de Galles aujourd'hui, le gallois, ont un ancêtre avec l'arménien, avec le peuple grec, le peuple d'Albanie aussi. Okay? Le peuple grec, la langue grecque faisait partie des langues hellétiques, mais c'est la seule qui a survécu jusqu'à ce jour. Donc, en résumé, et dans l'importance du contexte d'aujourd'hui, nous allons comprendre que parmi les langues indo-européennes, 7 font des zones d'influence. Il y a la zone latine, la zone germanique, balto-slave, la zone celtique, toujours parlée dans les îles britanniques, le grec, l'albanien et l'arménien. Mais vient se dresser un nouveau joueur. Ce joueur, sont les langues caucasiennes. Parmi les langues caucasiennes qui font partie d'une nouvelle famille de langues, qui n'est pas turque, qui n'est pas indo-européenne, qui n'est pas amérindienne ni africaine, elle est langue caucasienne et c'est la langue du géorgien en Géorgie, près de la Caucasie. Autres géniteurs de familles de langues, les langues turques ou les langues altaïques font le contraire des langues européennes, indo-européennes, européennes surtout, qui, elles, se développent en partant vers l'ouest, vers l'Espagne. Elles s'en vont vers l'océan Atlantique, vers la France, mais elles étaient parties du Caucase. Les langues turques, ou les langues altaïques, le turc en tant que tel, lui, va se développer en s'en allant jusqu'en Mongolie. Okay? C'est comme s'il y avait une ligne droite entre la Turquie et la Mongolie, et qui va relier toutes les nations de l'ex-URSS qui ont des noms de pays d'aujourd'hui qui finissent par un stan. L'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Kazakhstan, OK? Ce sont tous des pays qui parlent des langues altaïques, OK? Pour ce qui est de la langue mongolienne, elle est là, la controverse. Est-ce que la langue mongolienne est une langue turque, est une langue qui vient de Turquie? Ou, eh bien, c'est une langue qui a plus ses origines chinoises, qui a émergé aussi avec les langues russes, les langues slaves, OK? Donc, c'est bien dur de savoir. Et concernant la nation géorgienne et sa langue, le géorgien, cette langue qui vient de la zone d'influence, qui est à couteau tiré entre le secteur de naissance de la zone indo-européenne aux langues altaïques, aux langues turques, qui est entre les deux, mais il provient d'une autre famille de langues qui n'est ni des langues altaïques ou les langues turques et qui n'est ni indo-européen. À lui seul, il fait partie d'une catégorie de langues différentes, comme on pourrait penser
aux langues autochtones d'Amérique, aux langues des tribus africaines qui n'ont rien à voir avec les Indo-Européens. Et les autres, ils font partie des langues caucasiennes. OK? Et la seule langue qui a survécu, encore aujourd'hui, est parlée par le peuple georgien, qui faisait partie de l'URSS. Concernant les langues celtiques, d'abord, il y avait deux grandes catégories. Les langues celtiques insulaires, parlées dans les îles britanniques, et les langues celtiques continentales, parlées sur le continent. Mais ça, elles étaient importantes avant la conquête romaine. Et donc, aujourd'hui, plusieurs mots français sont inspirés de leurs ancêtres gaulois qui parlaient des langues celtiques continentales, qui n'étaient pas du tout intelligibles avec les langues insulaires. Okay? C'est ça qu'il faut se rappeler. Aujourd'hui, les langues insulaires sont toujours vivantes. Okay? On parle du gaélique écossais. On parle de l'irlandais. On parle du gallois. Et on parle de la langue celtique qui est parlée à l'extrême sud-ouest de l'Angleterre, dans l'état des Cournailles. Bon, des mots français comme ruche, comme caillou, sont d'origine gauloise. Mais elles se sont éteintes parce que quand la Gaule a été conquise par Jules César, en dedans de 2 générations, ils ont abandonné leur langue nationale au profit du latin. Si Jules César a été le plus grand empereur romain, c'est bien à cause de sa victoire et la conquête de la Gaule, qui est aujourd'hui le territoire français. Pourquoi? Mais il doit avoir une raison que la Gaule doit avoir été dans l'histoire de l'Empire romain la raison pour laquelle ils sont devenus un empire. Parce qu'avant de conquérir la Gaule, ils étaient une république bien puissante, bien émergente. Mais en conquérant la Gaule, ils sont devenus un empire. Et Jules César est reconnu encore aujourd'hui comme étant le plus grand empereur romain. Donc, la Gaule a rendu à Jules César ce que Jules César a produit à la France d'aujourd'hui. Mais avant de devenir la France, il y a eu la Gaule romaine. Et puis, d'avoir été capable de convertir tous ces peuples celtiques qui n'étaient pas unis entre eux, qui étaient composés de plein de tribus, n'aient pas transmis leur langue nationale à leurs enfants au profit du latin, on a eu le droit après au gallo-roman, qui est un ancêtre, une conjoncture des mots gaulois et romains. Pour qu'ensuite se déferle à travers toute la succession des langues évolutives gallo-romanes jusqu'à la première langue d'Oï. Oï voulait dire oui, et d'où vient cette langue d'Oï? Eh bien, elle vient du cœur de la France politique, Paris. Okay? Cette langue-là est purement née à Paris. Et puis, elle a été capable de émerger sa culture dans les villages avoisinants et se propager au fur et à mesure à travers tout l'Empire. Si vous observez les zones d'influence linguistique d'aujourd'hui, des temps modernes, des pays slaves, OK? Dans la langue slave, le mot yougoslave veut dire les Slaves du Sud, l'ancien pays, OK? Jusqu'à 1992, il a dû perdurer. Alors, ces peuples-là étaient bloqués des autres Slaves, comme les Bulgares, comme les Romains, pas les Romains, les Polonais, même les Russes, les Ukrainiens. Okay? Ils étaient bloqués car il y avait des nations entre eux autres. Il y avait d'abord les Roumains qui ont gardé leur langue latine, okay? Et qui étaient séparés de leur empire, eux autres aussi. Et à gauche d'eux autres, il y avait qui? Il y avait les Hongrois.
de l'ancien empire austro-hongrois. Mais les Hongrois formaient une nation à part. Et l'autre serait les Germaniques, d'où l'association de l'empire austro-hongrois. Mais la langue hongroise et la langue finnois, qui se parle en Finlande, font partie des langues ouraliennes. Donc, ces langues viennent d'Asie. Carrément, elles viennent d'Asie. Donc, c'est pour ça que ces nations-là, hongroises et finlandaises, ces nations-là ont rien à voir avec toutes les autres nations européennes qui parlent des langues indo-européennes. D'ailleurs, si vous observez les traits ethniques des Finlandais et des Hongrois, regardez leurs yeux. Mais des fois, ils sont un peu plus élancés, comme un peu ont les Chinois et les Asiatiques, de façon générale. OK? Mais c'est parce que leur langue vient d'Asie. Et si on prend une langue comme le russe, eh bien, il est là le cœur du problème avec l'Ukraine. C'est parce que le russe, lui, il s'est développé avec qui? Il s'est développé, il y a tellement un grand territoire qui fait quasiment tout le bout du monde, qui s'est développé avec plein de langues. Les langues turques, les langues mongoliennes, les langues altaïques, les langues finnoises. OK? Il y a eu plein d'influences. Et en plus, qu'il garde son alphabet russe. Mais la langue ukrainienne, qui est proche de la langue russe, est beaucoup plus slave. Et non multiethnique comme le russe. Alors, les nations du monde tiennent à leur originalité, à leur origine, et je crois que la langue est le facteur identitaire le plus important pour défendre une nation. Bien plus que la couleur de peau, l'appartenance à une religion. Si on parle au quotidien des actions qui entourent l'être humain, eh bien, il va beaucoup plus parler que de prier en public ou de montrer sa couleur de peau. Ça lui est égal. Mais la parole, c'est ce qui unit un peuple. Or, nous pouvons penser que le facteur identitaire le plus important qui a unifié le peuple romain de l'Est, les Roumains, furent leur langue et leur appartenance à une langue romane. Même s'ils étaient aux côtés de Bulgares, aux côtés de peuples hongrois, eux autres, ils voulaient rester latins. Et même chose pour les Slaves du Sud. Eux autres, ils voulaient rester des Slaves, même s'ils étaient entourés au nord par des Hongrois, par des Germaniques et par des Romains. D'accord? Et puis, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans le futur de l'humanité de quelle est l'importance d'avoir des langues de famille bien établies et d'étudier la linguistique? Eh bien, avec les données qui sont rendues de plus en plus numérisées, l'ère du numérique qui s'est entamée dans les années 1980, est bel et bien en selle aujourd'hui. Et grâce à l'alphabet latin, l'intelligence artificielle, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle peut développer comme outil de technologie de l'information et des communications pour améliorer la vie des êtres humains. Mais on peut s'attendre de penser que le fait d'avoir un alphabet simple, unique, transmis par des centaines de nations à travers le monde et codifié par un symbole qui est une lettre avec des accents, OK? On peut penser que ça va être un outil vraiment génial qui va créer beaucoup de richesse et d'honneur dans l'ancien monde de l'Empire romain, parce que c'est eux qui l'ont inventé. Mais ne lâchons pas et allons-y une lettre à la fois. Merci. La science de la linguistique étudie
le degré de qualité et du standard d'une langue selon des critères précis, selon son raffinement, selon son évolution. Est-ce qu'elle est évoluée? Est-ce qu'elle est sophistiquée? Est-ce qu'elle permet de se référer dans le temps, d'inclure d'autres gens? Ou bien c'est une langue un peu plus archaïque? Alors, puisque les langues s'étudient, évidemment, avec l'alphabet, ça va être facile d'étudier les différents schémas d'évolution séquentielle de chaque langue. Parce que, comme si on prend l'anglais et le français, ben, ce n'est que maintenant qu'on peut comprendre leur intelligibilité grâce aux données numériques. OK? Alors que quand c'était écrit tout dans des livres, dans des bibliothèques, il fallait être dans son pays pour pouvoir apprendre et s'éduquer et communiquer. Maintenant, on fait juste publier une simple phrase ou même un texte complet en français sur Facebook et il va le traduire pour nous à nos amis américains qui lisent l'anglais seulement. OK? Les outils de communication de l'intelligence artificielle sont à considérer, hautement considérés pour le futur, et ça va faire révolutionner les langues, que même si vous parlez polonais, français ou norvégien, vous allez pouvoir communiquer en communication directe en utilisant des outils de traduction simultanée numérique par la voix ou par la compréhension de l'écriture. Préparons-nous, parce que quand l'intelligence artificielle va se mettre de la partie pour de vrai, eh bien, elle va pouvoir inventer des langues et des façons de communiquer utiles à l'être humain qui vont nous être transmis à travers des mots, la création de mots due à l'influence des autres langues qui partagent le même alphabet latin. Les autres zones d'influence seront bien sûr les symboles chinois et asiatiques, ou l'alphabet grec, l'alphabet cyrillique, celui des Russes. Mais je crois que les nations qui partagent une langue indo-européenne avec l'alphabet latin seront beaucoup mieux outillés. Si l'alphabet des nations asiatiques est reconnu pour être une calligraphie de haut art, de haut niveau artistique, bien, on peut se demander si les alphabets grecs, les alphabets arabes, juifs, hébreux, russes, cyrilliques, on peut se demander si ces alphabets-là ont été conçus pour simplifier la manière de diffuser l'information de leur langue nationale et perpétuée de génération en génération et qui perdure encore jusqu'à ce jour. Mais si on prend l'utilité, le génie numéro 1, le plus important de l'alphabet latin, quel serait-il? Eh bien, il est dans la facilité à reconnaître la lettre, le symbole, qui veut dire pour chaque langue, ça peut vouloir dire un son différent, mais néanmoins, il est facile à lire, il est facile à reconnaître. Donc, l'intelligence artificielle, il en sera facile également pour eux de mieux codifier le français et le norvégien qui est écrit sur un alphabet régulier depuis des siècles que de essayer de comprendre la multitude de calligraphies asiatiques entre elles qui n'ont pas beaucoup de liens, mis à part les Japonais et les Chinois. OK? Que va-t-il arriver avec l'intelligence artificielle? Évidemment, il va aussi aider ces nations-là, mais je crois que les nations indo-européennes qui utilisent l'alphabet latin vont être vraiment les plus avantagées. Cette révolution des temps modernes est déjà bien entamée depuis l'ère de l'ordinateur de la fin du 20e siècle. L'arrivée des réseaux sociaux permet de récolter une quantité d'informations, de données exponentiellement plus élevée qu'avant l'ère d'Internet. Et celle-ci favorise les diverses améliorations d'outils de communication à travers les différentes langues que l'homme utilise pour communiquer entre lui. Grâce aux réseaux sociaux, la prolifération des saisies de données numériques permettront
d'établir dans les sociétés occidentales et ouvertes d'esprit des formes de communication interpersonnelle qui pourraient permettre de prévenir certaines catastrophes ou certains meurtres, certaines tragédies. OK? Car lorsqu'on parle à quelqu'un dans une langue étrangère ou qu'elle soit pas sa langue maternelle, peu importe laquelle soit-elle, le message va droit au cerveau. Mais lorsqu'on s'adresse à cet être humain-là dans sa langue maternelle, le message va droit au cœur. Peu importe où vous seriez dans le monde, vous allez réaliser cela. Alors, qui sait, peut-être que l'intelligence artificielle pourrait faire réagir tous les humains de la planète dans leur langue chérie grâce à un alphabet simple et facile de compréhension pour établir dans les sociétés de sa nation et de sa famille son schéma de communication linguistique propre à chaque langue selon les règles de la grammaire, renchérie au fil des siècles au sein de toute cette langue de la grande famille des langues indo-européennes.